Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier Bokertov, on va commencer avec un message très clair adressé à l'Iran par le Premier ministre israélien. Oui, lors d'une cérémonie hier soir de fin de formation des officiers à Bab el-Had, le chef du gouvernement a évoqué la menace iranienne. Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël est prêt à faire face à tous les scénarios. Selon lui, si l'Iran décidait d'attaquer Israël, il ne peut pas imaginer la réponse qu'il recevra. Benjamin Netanyahou insiste également sur un changement de doctrine au sein de Tsahal, une stratégie qui ne serait plus seulement défensive, mais désormais fondée sur des frappes préventives et des opérations en profondeur sur le territoire ennemi. Et puis, à Gaza, Tsahal met en garde contre le retour en force du Hamas. Oui, alors que sur le plan politique, Israël continue d'affirmer vouloir démanteler le Hamas, la réalité sur le terrain pourrait être bien différente, selon des informations révélées par un document interne de Tsahal transmis au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Hamas serait en train de reconstruire progressivement son pouvoir dans la bande de Gaza. D'après ce rapport, l'organisation terroriste profite notamment de la trêve pour se réorganiser en profondeur. Diplomatie à présent avec cette réunion inaugurale du Board of Peace, le Conseil de la paix à Washington, initié par le président américain Donald Trump et la représentation israélienne. En effet, Ilana, puisque le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, y a représenté Israël à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans son discours, Gideon Sa'ar a salué le rôle du président américain, évoquant ses actions historiques. Et puis le chef de la diplomatie israélienne est aussi revenu sur plus de 2 ans et demi de guerre menée sur plusieurs fronts. Gideon Sa'ar a insisté également sur un tournant stratégique. Les précédents plans pour Gaza ont échoué, dit-il, faute de s'attaquer à la racine du problème. Le nouveau plan, soutenu par Washington et le président Trump, mettrait donc l'accent sur le désarmement total du Hamas et du djihad islamique, des conditions que Jérusalem considère comme indispensables pour garantir une sécurité durable, aussi bien pour les Israéliens que pour les habitants de Gaza. Et puis de vives tensions à Jérusalem. Aujourd'hui, on s'y attend pour le premier vendredi du mois du Ramadan. Oui, avec des milliers de Palestiniens qui sont attendus sur le mont du Temple pour les prières. Et cette année, une nouvelle mesure va être mise en place pour tenter de prévenir les séjours illégaux en Israël. Un système de cartes magnétiques sera utilisé pour suivre les déplacements des fidèles autorisés à se rendre sur l'esplanade. Chaque passage devra être validé sur des points de contrôle spécifiques. Et puis, en cas de non-retour, les informations seront immédiatement transmises à la police israélienne avec des sanctions à la clé. Dans le même temps, les responsables sécuritaires évoquent aussi une hausse des attaques à la pierre ces dernières semaines en Judée-Samarie. Et puis, malgré les tensions autour d'une possible attaque contre l'Iran, les Israéliens ne renoncent pas, Olivier, à leurs vacances. Oui, tout à fait, Ilana, puisque l'aéroport Ben Gurion était plein à craquer hier. File d'attente au contrôle de sécurité, boutiques, duty-free ouvertes et puis discussions sur les hôtels et les transferts. Certains reconnaissent une part d'inquiétude, mais après 2 ans et demi de guerre, beaucoup refusent de mettre leur vie entre parenthèses. Un couple en partance pour Dubaï explique avoir été encouragé par ses propres enfants à maintenir le voyage. On a besoin de cette pause, dit-il. Même son de cloche, c'est les jeunes Israéliens qui s'envolent avant leur service militaire. Ils disent faire confiance à l'État et à Tsahal. Pour eux, le mot d'ordre est clair, impossible d'arrêter de vivre. Et puis, on termine avec une histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour faire son alia. Tout à fait, il en a 96 ans. Charlotte Roth, rescapée d'Auschwitz, a fait son alias cette semaine avec sa fille de 76 ans pour rejoindre ses descendants en Israël. Les bureaux du ministère de l'Intérieur à Tel Aviv ont même pris des airs de fête pour accueillir cette nouvelle citoyenne au parcours hors du commun. Rescapée de la Shoah et originaire des États-Unis, Charlotte a choisi de s'installer à Netanya simplement pour se rapprocher de sa famille et voir grandir ses arrière petits-enfants installés à Ranana. Malgré le contexte sécuritaire, Charlotte ne cache pas sa détermination. À ceux qui l'interrogent sur les risques, elle répond avec calme: si les nazis ne m'ont pas eu, ce ne sont pas les terroristes qui mourront. La mort de Quentin, 23 ans, en marge d'un meeting de Rima Hassan à Lyon, a profondément choqué l'opinion publique française. Ce qui a commencé comme une rixe mortelle s'est très vite transformé en tempête politique.
avec des accusations qui ont fusé notamment contre le parti d'extrême gauche, la France Insoumise. Pour en parler, nous sommes avec Simon Moos. Simon, bonjour, merci d'être avec nous sur Studio Clic. Alors, on va peut-être commencer par un petit rappel, si vous voulez bien, Simon, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, et qui n'ont peut-être pas suivi cette affaire qui est depuis une semaine déjà au centre de l'actualité française. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel très rapide des faits ? Factuellement, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, Rima Hassan a donné une conférence au sein de l'école Sciences Po Lyon et qu'en marge de cette conférence s'était déplacé le collectif Némésis, qui est un collectif de militantes féministes de droite. Et à ce collectif-là s'est opposée une bande de militants d'extrême gauche radicalisés et violents. Il semble que l'échauffourée est commencé par une rixe et qui s'est soldée par un meurtre, celui de Quentin, 23 ans, Quentin Derenque, qui a été assassiné par des membres violents du groupe qui venait perturber la mobilisation du collectif Némésis. Alors on va reparler de ce groupe bien sûr dans un instant, mais il faut dire que Quentin a assuré en fait la sécurité de ce groupe de femmes qui étaient là. Alors ça n'est pas très clair de ce que j'ai lu plusieurs versions différentes, donc je me garderai de poser un constat officiel là-dessus. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un groupe, ce groupe qui s'appelle la Jeune Garde. Hein, la Jeune Garde antifasciste, oui. La Jeune Garde antifasciste qui donc s'est opposée et qui visiblement, parce qu'encore une fois, il y a une enquête qui a été ouverte, il y a eu plusieurs interpellations qui ont eu lieu, donc on ne sait pas encore tout sur cette affaire, mais en tout cas, on parle de ce groupe d'extrême gauche, la Jeune Garde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce groupe ? C'est un groupe qui se revendique antifasciste, c'est-à-dire qu'il appartient à un camp politique marqué à l'extrême gauche qui considère la diffusion d'idées de droite en France et en Occident comme une renaissance du fascisme et du nazisme, et qui, au nom de cette qualification diabolisante, disqualifiante, intègre, théorise sur la violence physique comme un moyen de museler, de faire taire, de battre, selon leurs propres mots, les idées fascistes. Alors il faut bien comprendre que pour eux, le fascisme commence à tout ce qui est à droite d'eux, c'est-à-dire à peu près 99% de l'opinion, et donc on est là devant vraiment un mouvement qui est autoritaire dans sa manière de fonctionner, qui est totalitaire dans son idéologie et qui est profondément dangereux et qui a été longtemps classé, je crois, aux États-Unis comme un mouvement terroriste, Antifa. Ouais. Donc ils interviennent, on va dire, de manière régulière lorsqu'il y a justement ce genre d'échange ou ce genre de lorsqu'il y a on va dire comme il y a eu à Lyon ce meeting de Rima Hassan, et ils interviennent de manière régulière. Je ne suis pas un expert de ce groupe. Il y a déjà eu affaire. Il y a un an, j'ai assisté à la conférence que Rima Hassan donnait à l'université Dauphine. Quand elle m'a vu lever la main pour poser une question lors de la séance de questions-réponses, elle m'a reconnu, elle a évidemment demandé à ce qu'on ne me donne pas la parole. Et puis, comme je persiste, je suis persévérant, j'ai essayé de l'interpeller, de lui parler à sa sortie dans les couloirs. Et immédiatement, à ma vue, elle avait envoyé sa garde rapprochée, gants coquets, cheveux un peu graisseux, certains portaient des cagoules, pour m'appréhender et pour me bloquer, alors que je n'étais là que pour lui poser des questions et l'inviter à échanger, la défier à un réel débat. Et en fait, je me rends compte avec le recul qu'il s'agissait de la Jeune Garde, qu'il s'agissait de ce collectif Antifa. Donc, d'après ce que vous nous dites, et d'après aussi l'enquête, il y a des liens qui sont avérés entre ce groupuscule et la France Insoumise.
Alors, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que la France insoumise, qui a fait ouvertement, publiquement, de manière enregistrée et documentée, la promotion partisane, la promotion idéologique des antifas, eh bien aujourd'hui dénie tout lien, toute connexion, alors que les assistants parlementaires de celui qui a fondé la Jeune Garde, qui est aujourd'hui un député de la France insoumise qui s'appelle Raphaël Arnaud, eh bien les deux assistants parlementaires, plus l'un plus un stagiaire, ont été interpellés dans le cadre des enquêtes sur le meurtre de Quentin. Donc, c'est-à-dire que même s'ils démentent, eh bien, même s'ils dénient tout lien avec la Jeune Garde et les antifascistes, premièrement, c'est l'exact inverse. Ils s'en targuaient hier. Hier, ils s'en targuaient. Quand je dis hier, c'est par le passé. Ils s'en vantaient. Ils vantaient les méthodes impactantes des antifascistes et de la Jeune Garde. Et puis, ils sont liés même dans le recrutement, puisque ils ont investi un candidat fiché S qui est Raphaël Arnaud, et ce même fichier S eh bien, a recruté en tant qu'assistant parlementaire et des gens qui sont potentiellement impliqués dans le meurtre de Quentin. Alors, d'une façon un peu plus large, depuis des mois, et vous êtes l'un qui défendait cela, en tout cas déclarait cela depuis le 7 octobre, et dénonce surtout ce climat de radicalisation du débat public, plus particulièrement de LFI. Est-ce que c'est justement le symptôme que ce drame qui s'est déroulé, cette affaire qui s'est déroulée, c'est un symptôme d'un passage des mots aux actes? De toute évidence, ce qui m'inquiète davantage, c'est les causes qui ont amené à ce crime. Parce que pour moi, il y a un coupable et il y a plusieurs responsables. Les coupables, c'est évidemment les meurtriers. Les responsables, c'est évidemment la France insoumise qui n'a cessé de légitimer les actions de la Jeune Garde et qui en a même recruté au sein de leur propre parti puisqu'ils ont investi Raphaël Arnaud. Mais le troisième responsable, à mon sens, dans cette histoire, c'est le discours ambiant qui est devenu un mantra de la politique française, de la bien-pensance française, qui consiste à dire que les idées ne sont pas des idées, ce sont des délits. Vous savez, quand on parle de discours, qu'ils soient des discours antisémites ou racistes, ou des discours en tout cas que les uns et les autres perçoivent comme haineux, la même rengaine revient à chaque fois, à savoir, non mais ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Moi, j'ai toujours été de ceux qui considèrent qu'il faut combattre des mots par les mots, et la réponse à un mauvais discours, à un discours de haine, ce n'est pas moins de discours, ce n'est pas la censure, ce n'est pas l'usage de la force, c'est au contraire plus de discours. Et c'est une position qui est assez d'ailleurs minoritaire dans la communauté juive, puisque il y a énormément de lois qui pénalisent l'antisémitisme, même si on sait évidemment les succès pratiques que ces lois suscitent. Mmh. Mais moi, j'ai toujours été au contraire de ceux qui considèrent, qui sont attachés un peu à l'américaine, à la liberté d'expression, et qui évoluent dans une France où finalement la situation politique se dégrade à un point que tous les jours, tous les drames donnent raison à ce camp libéral, à cette vision libérale qui consiste à dire ne criminalisons pas la pensée. Cessons d'expliquer matin, midi et soir. Et ce, à droite comme à gauche, je ne parle même pas de l'extrême gauche qui ont des méthodes et qui ont une aspiration totalitaire, mais même plus largement, au sein de la bien-pensance du centre, je pense qu'il est important de réclamer, de revendiquer le droit à exprimer des choses douloureuses, des choses qui blessent, des choses qui offensent, sans que l'on y apporte une sanction pénale, sans que l'on y apporte une sanction physique, parce qu'une sanction pénale, c'est une sanction physique. Et à force d'expliquer matin et midi et soir qu'on doit réguler telle pensée, qu'on doit faire appel à l'Arcom, que l'on doit tout censurer, tout museler, eh bien, on arrive à une situation où, en effet, un certain nombre de Français considèrent que les mots sont aussi graves que les coups. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quelle est, d'après vous, la responsabilité du gouvernement dans ça ? La responsabilité du gouvernement, elle reste
à être établi. Je ne vais pas en inventer si il n'y en a pas. Nous verrons bien ce que les conclusions que rendra la justice. À l'heure actuelle, je ne peux pas m'exprimer sur la responsabilité. Simplement, ce que je peux dire, au-delà du gouvernement, c'est plus l'État, c'est-à-dire de cette culture, comme je le disais précédemment. C'était ma question. C'était plutôt par rapport à cette ambiance que vous avez décrit. Quelle est la responsabilité justement de l'État et peut-être de la police ou d'autres institutions ? Je pense que l'État a une responsabilité dans la mesure où elle s'est engagée depuis des années, où il s'est engagé depuis des années et même depuis des décennies dans la criminalisation de la pensée. On avait Emmanuel Macron la semaine dernière qui annonçait vouloir rendre inéligibles les gens qui étaient soupçonnés, jugés, qualifiés par la justice d'antisémites, de racistes, de haineux. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le climat dans lequel on est, à peu près tous ceux avec lesquels on n'est jamais d'accord, puisque chacun qualifie son adversaire de génocidaire, de raciste, d'antisémite, etc., etc. On est vraiment dans une ère, en France, où la liberté d'expression a été abandonnée, elle a été torpillée au nom du bien, au nom de ceux qui ont sans doute les meilleures intentions du monde, mais comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle, militer pour la liberté d'expression, ça revient à militer pour des discours haineux. Or non, je pense précisément que c'est l'inverse, que moins on associe les mots à de la violence, plus on tend, plus on vogue vers une société où le dialogue, où le débat reprend sa place dans une société véritablement saine et démocratique. Pour terminer, Simon, est-ce que vous pensez que cette affaire va marquer un tournant dans la vie politique française ? Malheureusement, je ne le crois pas. Vous savez, les partis de gauche qui sont encore aujourd'hui alliés de la France insoumise nous expliquent toujours, avant une élection, que la France insoumise est allée trop loin et qu'en aucun cas, il ne pourrait s'allier à eux. Et puis vient le moment des élections, viennent les opportunités, les intérêts, les coalitions, les impératifs de rassemblement devant ce qu'ils qualifient d'extrême droite. Et là, toutes les chimères et toutes les considérations qu'ils ont formulées auparavant, sont vite oubliés, car l'appel du gain et l'appel de l'intérêt, pèsent bien plus lourd. Très bien. Merci en tout cas, Simon et Moss, d'avoir été avec nous. Merci de vos explications. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et nous allons parler à présent du Mont du Temple avec pour la première fois pour le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan en tout cas, des directives inédites ont été mises en place concernant l'accès des Juifs au Mont du Temple. Des plages horaires élargies le matin, malgré donc cette période de fête et de jeûne pour les musulmans. Pour parler de cette décision peut-être surprenante, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous sommes heureux d'être avec Chaim Berkovitz. Chaim, bonjour, merci d'être avec nous. Boker Tov. Alors, vous êtes membre de Israel Forever, et puis on le sait, vous êtes un fervent militant pour la construction du troisième temple, et vous, on va dire, montez régulièrement sur le mont du Temple, justement, avec cette décision. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, c'est quoi cette décision donc d'élargir les plages horaires pour les Juifs pendant le mois du Ramadan? Alors élargir, pas tout à fait. D'abord, je vais essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En général, pendant la période du Ramadan, le mont du Temple est fermé pour la visite, bien sûr, pour la prière des Juifs. Et donc, pendant toute cette période du Ramadan, les Juifs ne peuvent pas se rendre sur le mont du Temple. C'est souvent ce qui s'est passé pendant des années. Et aujourd'hui,
et aujourd'hui, cette année, on voit qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement, c'est que malgré le Ramadan, eh bien, les Juifs peuvent monter sur le mont du Temple. Alors, c'est surprenant par rapport aux autres années, mais c'est toujours pas ça, puisque nous avons certains horaires que nous devons respecter. Certes, on peut monter 1 heure plus tôt. D'habitude, c'était à partir de 7h30. Aujourd'hui, maintenant, ça va être à partir de 6h30 pendant la période du Ramadan. Mais attention, on n'a pas augmenté les horaires, puisque dans l'après-midi, il y avait jusqu'à présent 1 heure qui était permise aux Juifs de monter sur le mont du Temple entre 13h30 et 14h30, et les Juifs montaient pour faire la prière de Mincha. Eh bien, cette prière, cet horaire est interdit aux Juifs pendant la période du Ramadan. C'est quand même une avancée, comme vous le dites, puisque d'habitude, pendant le mois du Ramadan, pour bien résumer ce que vous avez dit, les Juifs n'avaient pas le droit du tout de monter sur le mont du Temple. Il y avait quand même quelques heures pendant la journée où ils avaient... Non, les Juifs ne pouvaient pas se rendre sur le mont du Temple, c'était fermé aux Juifs. Vous savez que les Juifs ne rentrent pas par toutes les entrées sur le mont du Temple. Il n'y a que par l'entrée du pont des Maghrébins, qui se situe, si vous voulez, à droite, juste après l'esplanade du mur occidental, du côté des femmes. Il y a une sorte de pont qui donne accès à une des entrées du mont du Temple. C'est le seul accès qui est ouvert pour les Juifs. Eh bien, il était fermé régulièrement pendant cette période du Ramadan. Et là, il est ouvert et les Juifs peuvent monter. C'est quand même c'est une avancée, c'est encore un petit pas vers ce que nous attendons, c'est-à-dire de pouvoir faire des prières entièrement tous les jours sur le mont du Temple, et bien sûr, vous l'avez dit en début d'émission, de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, le Temple. Alors à qui doit-on cette décision, Chaim ? Alors c'est pas clair, on ne sait pas à qui on doit cette décision, mais on le voit, et c'est évident que derrière cette décision, nous avons un ministre, le ministre de la Défense intérieure, Itamar Ben-Gvir, qui serait a priori derrière cette décision. Alors, une question un peu plus générale qui a quand même en rapport avec ça. C'est vrai qu'on parlait toujours du monde du Temple comme un endroit, comme une poudrière pour le Moyen-Orient, où il se passait vraiment beaucoup de tensions. On se rappelle bien sûr de la montée de Ariel Sharon qui avait déclenché l'intifada. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression, parce que vous avez l'habitude de monter, est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses, on va dire, d'une certaine manière, se sont un peu calmées ? Alors, évidemment, d'abord, la montée d'Ariel Sharon n'a pas provoqué la deuxième intifada, elle a été l'excuse pour la deuxième intifada, c'est un petit peu différent. Mais oui, on a toujours peur, on se fait peur, vous savez, c'est peut-être juif de se faire peur, de se dire il va se passer ci, il va se passer ça. Lorsque nous étions au début de la guerre, on parlait du Liban, on parlait du Hezbollah, on disait, vous vous rendez compte qu'ils ont une armée bien plus importante que celle du Hamas, on est en danger, etc. Il n'y aura plus d'électricité pendant plusieurs jours. On s'est fait peur et puis on a vu que la situation n'était pas si dramatique que ça. On a pris le mont du Temple comme excuse à tout ce qui va se passer, puis on a plusieurs chaînes de télévision qui nous racontent que si les Juifs montent sur le mont du Temple, eh bien ça va enflammer ici, il va se passer telle chose, etc. Et on voit en réalité que non. Le mont du Temple, il faut le rappeler, c'est l'endroit le plus important, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. C'est là-bas qu'il y a eu le temple de Salomon, le Beth Amikdash Harishon, c'est là-bas qu'il y a eu le deuxième temple, et c'est là-bas qu'il y aura le troisième temple. C'est là-bas que se concentre la prière du monde. La paracha de la semaine, elle nous dit tout simplement « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est une des mitzvot de la Torah, c'est un des commandements. Nous devons de faire une demeure à l'Éternel sur le mont du Temple. Eh bien, voilà, nous sommes dans une période messianique, on se rapproche au fur et à mesure de cela et nous espérons rapporter la présence divine. Alors aujourd'hui, on a quelques heures par jour et pas tous les jours, pas le vendredi, pas le Shabbat, mais malgré tout, les Juifs montent sur le mont du Temple, ils peuvent prier. Vous savez que depuis très peu, on nous a même donné l'autorisation, c'est risible parce que on avance pas à pas, mais on nous a donné la possibilité d'utiliser quelques feuilles de papier avec imprimé des prières, des tfilotes dessus, mais on va de pas en pas
on avance et la présence juive sur le mont du Temple augmente, et de plus en plus, vous avez des juifs qui montent sur le mont du Temple, qui prient sur le mont du Temple. Aujourd'hui, on peut faire des prières complètes sur le mont du Temple, et nous espérons que d'ici très peu, nous allons pouvoir encore plus faire des prières sur le mont du Temple. Je me réjouis de ce qui se passe dans cette période du Ramadan, parce que c'est quand même une avancée par rapport à ce qui était. Ouais, donc on rappelle, pendant la période du Ramadan, on peut monter sur le mont du Temple, chose qui n'était pas permise les années précédentes. En tout cas, merci beaucoup, Chaim Berkovitz, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée. Merci Olivier, merci à tous, et j'invite tout le monde à venir prier sur le mont du Temple. Merci beaucoup. Et ce matin, l'Iran est au cœur de l'actualité israélienne, avec plusieurs scénarios qui sont envisagés par la presse israélienne. Alors que les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le Golfe, Israël Hayom évoque ce matin plusieurs options, avec la première hypothèse, une campagne militaire de grande ampleur visant à provoquer un changement de régime à Téhéran, un objectif ambitieux mais difficile à atteindre sans engagement de troupes au sol. Deuxième option envisagée, fragiliser le régime de l'intérieur en accentuant la pression militaire. Et puis, autre scénario envisagé par le quotidien Israël Hayom ce matin, des frappes ciblées contre des installations nucléaires, une opération qui pourrait ralentir le programme iranien sans pour autant effacer le savoir-faire scientifique accumulé par Téhéran. Washington pourrait ainsi chercher à contraindre l'Iran à négocier sous pression militaire, une stratégie qui privilégierait Donald Trump davantage tournée vers un accord que vers une guerre ouverte. Enfin, hypothèse plus radicale, aussi envisagée par le Israël Hayom ce matin, l'élimination du guide suprême Ali Khamenei au risque d'une escalade majeure dans toute la région. Et certains commentateurs militaires mettent en garde ce matin contre ce qu'ils considèrent comme la menace principale pour Israël dans les années à venir. Et c'est le cas de Yossi Yehoshua dans le Yediot Ahronot, qui considère que les missiles balistiques sont la principale menace de l'Iran contre Israël. Selon des échanges récents entre responsables israéliens et américains, l'Iran continue d'accélérer son programme de production de missiles. Téhéran pourrait ainsi disposer d'au moins 5000 missiles balistiques d'ici 2027, une stratégie fondée sur la quantité. Au cours de la guerre des 12 jours, au mois de juin dernier, Tsahal avait opéré un changement de doctrine. C'est ce que nous explique ce matin Yossi Yehoshua dans le Yediot Ahronot, passant d'une stratégie essentiellement défensive à des frappes préventives visant directement les lanceurs et les infrastructures de production en territoire iranien. Une approche offensive qui constitue désormais, selon les responsables sécuritaires, un atout majeur en cas de confrontation future. Il est aussi question d'une initiative qui n'est pas passée inaperçue, et c'est le Maariv qui nous apprend que des dizaines de militants du mouvement Nahala, accompagnés de la députée et vice-présidente de la Knesset, Limor Son-Har-Meller, sont entrés hier dans la bande de Gaza. Sur place, ils ont planté un arbre, dans ce qu'ils présentent comme une première étape vers le retour de l'implantation juive à Gaza. Selon les organisateurs, cette action s'inscrit dans une série d'initiatives menées ces dernières semaines. Objectif affiché, préparer une marche d'ampleur pendant la fête de Pessah pour réclamer la reprise d'une présence civile israélienne à Gaza. Et comme chaque vendredi, les médias israéliens publient leurs sondages en vue des prochaines élections. Et si les législatives avaient lieu aujourd'hui, le Likoud, dirigé par Binyamin Netanyahou, resterait le premier parti du pays avec 27 sièges, donc un de plus par rapport à la semaine dernière. Deuxième position, le parti de Naftali Bennett, qui se maintiendrait avec 21 mandats. Le sondage s'est également penché sur plusieurs scénarios politiques, avec une éventuelle union entre Benny Gantz et l'ancien ministre Moshe Kahlon, qui ne permettrait pas à leur formation de franchir le seuil électoral. Puis, autre hypothèse étudiée, la liste arabe unifiée, dans ce cas, elle deviendrait la troisième force politique avec 12 sièges, sans modifier pour autant l'équilibre global entre les blocs. Et puis enfin, une question qui a été posée par la chaîne 12 lors de ce sondage, une question sur le dossier iranien.
Une majorité des Israéliens, 59% des personnes interrogées, estiment qu'Israël devrait participer à une attaque contre l'Iran si les États-Unis décidaient d'agir militairement. La loi sur la conscription à présent, avec des fonctionnaires du ministère des Finances qui révèlent la raison pour laquelle les jeunes ultra-orthodoxes ne s'enrôlent pas. Lors d'une nouvelle réunion consacrée à l'application des décisions de justice sur le recrutement des Haredim, les responsables du Trésor ont avancé une explication inattendue. Selon eux, une partie importante des jeunes issus du monde ultra-orthodoxe attendrait l'adoption d'une future loi qui pourrait annuler les sanctions actuelles en vigueur. C'est ce que nous dit en tout cas la chaîne E24 News en hébreu. Autrement dit, l'espoir d'un compromis politique réduirait aujourd'hui l'incitation à se présenter sous les drapeaux. Dans un même temps, Tsahal observe une hausse du nombre de recrues Haredim, notamment dans les unités de soutien et dans une moindre mesure dans les fonctions combattantes. E24 News nous dit aussi que les estimations évoquent désormais plus de 1100 enrôlements pour la prochaine vague de recrutement. Nous continuons avec une décision de la Cour suprême qui risque de faire parler beaucoup d'elle. En effet, selon cette décision, une partie de l'esplanade du Kotel pourrait être réservée à des offices non orthodoxes, notamment pour les mouvements réformés. Une mesure que le chef du parti Chasse rejette catégoriquement. Aryeh Deri accuse la Cour suprême de vouloir, je cite, porter atteinte au lieu le plus sacré pour le peuple juif. Propos repris par E24 News en hébreu. Il annonce que son parti déposera en urgence une proposition de loi visant à préserver le statu quo religieux en vigueur au Kotel. Un texte qui prévoit notamment que les règles de prière sur le site restent placées sous l'autorité exclusive du grand rabbinat d'Israël et qui pourrait inclure aussi des sanctions pénales en cas de non-respect des usages religieux traditionnels. Et nous terminons cette revue de la presse par un très beau reportage ce matin consacré à ce que certains appellent la génération de la résilience. Ce sont ces habitants âgés des kibbutzim de l'enveloppe de Gaza qui ont choisi de revenir vivre chez eux après quelques semaines seulement après le 7 octobre. C'est le cas de Nathan Ba'ad, 90 ans, l'un des fondateurs du kibbutz Nir Oz. 3 semaines après l'attaque, alors que les combats se poursuivaient encore, il a décidé de rentrer chez lui. Il parle dans le Yediot Aharonot d'une défaillance, mais insiste, c'est notre maison. C'est selon une étude citée justement par le quotidien Yediot Aharonot, une décision qui n'a rien d'isolé. Elle repose sur des traits communs observés chez la plupart de ses habitants de plus de 70 ans, un niveau de résilience exceptionnel et un fort sentiment de mission. Pour beaucoup, le retour rapide au kibbutz était une manière de redonner un sens à leur vie et de reconstruire une forme de normalité après le traumatisme. C'est étonnant. La loi sur la conscription des élèves des yeshivot unit le monde orthodoxe, mais elle fracture précisément aujourd'hui la mouvance sioniste religieuse. Certes, tous les sionistes religieux veulent voir les orthodoxes s'enrôler dans Tsahal, mais la controverse dans cette communauté est plus subtile. Elle se résume ainsi. Est-ce que le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot doit primer sur la préservation du gouvernement Netanyahou ou au contraire ce dossier doit être sacrifié au profit de l'alliance historique entre le Likoud et les orthodoxes? Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux, soutient la loi sur l'enrôlement de Boaz Bismuth et le justifie ainsi son soutien. Au cours des 3 dernières années, les partis orthodoxes ont soutenu à la Knesset tous les projets de loi qui ont permis, entre autres, la création de 69 implantations en Judée-Samarie sans s'identifier idéologiquement avec ces projets. Nous devons, à notre tour, être loyaux et soutenir la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. En d'autres termes, l'enrôlement est certes important, mais la survie d'un gouvernement qui privilégie le développement de la Judée-Samarie l'est plus encore.
Mais le mainstream sioniste religieux, aujourd'hui, s'oppose farouchement à l'attitude dite complaisante de Bezalel Smotrich. Il affirme qu'après 2 années de guerre, il est grand temps d'exiger des orthodoxes qu'ils participent à la défense du pays et que rien ne peut les en dispenser, pas même l'étude de la Torah. Dans ce courant majoritaire, certains vont même plus loin et prennent l'engagement de former au lendemain des prochaines élections un gouvernement d'union rassemblant toutes les formations sionistes, et ce afin de neutraliser le poids des partis politiques orthodoxes. Un cas de figure inacceptable pour le camp Smotrich. Ce débat de fond, il faut le souligner, est légitime. Les argumentaires de part et d'autre sont pertinents et ils sont souvent le reflet de la centralité que représente l'État d'Israël pour le mouvement sioniste religieux. Malheureusement, et c'est là que le bas blesse, la polémique s'est transformée au cours des dernières semaines en un véritable pugilat verbal au cours duquel on a vu des rabbins du sionisme religieux s'affronter et des femmes de réservistes sionistes religieuses boycottées par des proches de Bezalel Smotrich. Or, cela va considérablement à l'encontre d'une mouvance sioniste religieuse qui a toujours fièrement brandi l'étendard de l'unité nationale et qui se réclame de l'enseignement de tolérance de son père spirituel, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est vrai, au cours des dernières décennies, les sionistes religieux ont adhéré à d'autres formations politiques, le Likoud en particulier. Une manière pour eux de prouver leur implication dans la vie de la cité et une manière de balayer toute forme de sectarisme. Seulement voilà, la guerre du 7 octobre a bouleversé la donne. Au cours des 2 dernières années, le sionisme religieux a révélé à la fois ses immenses qualités humaines et la puissance de son idéologie spécifique. Il a prouvé son dévouement infini pour l'État d'Israël. Alors que les orthodoxes restaient rivés sur leur guémara, les soldats sionistes religieux sont allés combattre l'ennemi à Gaza et au sud Liban. Des centaines d'entre eux, parmi lesquels de nombreux rabbins et élèves de yeshivot, sont tombés pour la défense d'Israël. L'amour pour Israël du monde sioniste religieux est inconditionnel. Et contrairement aux kaplanistes, il ne menace pas de quitter le pays à tout bout de champ. Et aujourd'hui, alors que le débat politique en Israël se cristallise et ne se résume plus qu'à une confrontation très superficielle entre bibistes et kaplanistes, le sionisme religieux semble être le seul mouvement capable d'apporter à la société israélienne le socle idéologique dont elle a véritablement besoin pour se ressourcer, pour se redynamiser. Dans les années 70, le leader mythique du Parti national religieux, le célèbre docteur Yosef Burg, disait que ce qui caractérisait le sionisme religieux, c'était le trait d'union entre ces deux composantes. Cette boutade mérite d'être réactualisée et amplifiée. Après la guerre, de plus en plus d'Israéliens opèrent un retour vers la foi et même vers la pratique religieuse. Alors, dans une société israélienne de plus en plus clivée, le sionisme religieux possède les capacités spécifiques de s'imposer comme une alternative plus réelle, plus durable, à la fois au sionisme nationaliste à droite et au sionisme socialiste laïque à gauche. Il lui suffit pour cela de réactualiser le message renfermé dans le célèbre triptyque historique du Rav Kook, Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël. Le débat qui secoue le mouvement est le reflet de la centralité de ce message. Le courant proche de Bezalel Smotrich continue d'accorder la primeur à la terre d'Israël, mais il est aujourd'hui minoritaire au sein du sionisme religieux. La tendance dominante, celle qui produit des milliers d'officiers combattants, des ingénieurs dans le high-tech, des médecins et même des journalistes, préfèrent mettre en exergue le peuple d'Israël et se revendiquer d'une Torah Israël de vie. D'une certaine manière, ce débat prouve que le mouvement sioniste religieux prend peu à peu conscience du rôle déterminant qu'il sera appelé à jouer dans la future réalité israélienne. Le président fondateur de l'université Reichman, le professeur Uriel Reichman, semble l'avoir compris. Dans un podcast devenu viral, il a déclaré récemment « Le sionisme religieux détient les clés de l'avenir de l'État d'Israël, car lui seul a la capacité d'unir la société israélienne ». Après des années de bataille judiciaire, la Haute Cour de justice a tranché. Exclure les femmes du rabbinat est discriminatoire et a imposé donc au rabbinat d'ouvrir ses épreuves avec inscriptions qui sont déjà presque possibles pour les premières épreuves qui auront lieu, je crois, au mois de février ou au mois de mars. Une décision qui va changer le rôle des femmes dans la vie religieuse et publique en Israël. C'est ce que nous allons voir en tout cas. Pour en parler, nous sommes très heureux d'être avec Hana Rumi. Hana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors pour être exact, il faut dire Rabba Hana Rumi. Hein?
exact. Vous êtes enseignante, diplômée de psychologie, vous avez dirigé aussi l'école Leven à Paris et vous enseignez aujourd'hui la Torah dans différents cadres. Avant de revenir sur cette décision, je voudrais justement qu'on parle de votre titre. Quelle est la différence entre une rabbin et une femme rabbin ? Alors, il n'y a pas de différence si ce n'est le choix et la possibilité pour les femmes de choisir en fait leur dénomination. Moi, j'aimais la notion de rabbin et pas rabbinite parce qu'on confond souvent rabbinite avec la femme du rabbin, ce que je ne suis pas. Et donc, rabbin, c'est le féminin de Rav, tout simplement. Voilà, donc c'était mon choix personnel. Okay. Et après, effectivement, femme rabbin, c'est plus la traduction française, en fait, de rabbin ou rabbinite, voilà. Mais ça n'a pas trop d'importance, j'ai envie de dire, la dénomination. Ce qui compte, c'est le travail qu'on accomplit. Voilà, alors on va parler bien sûr du travail que vous faites, mais aussi bien de cette décision qui a été prise donc par la Haute Cour de justice de permettre en fait aux femmes de passer les examens du rabbinat, et donc une révolution pratiquement en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord un peu cette décision de la Haute Cour de justice ? Alors je vais juste, évidemment, il y a une forme de révolution, mais je préfère le terme évolution. C'est une évolution nécessaire au peuple juif, nécessaire à l'avancée et à la force du peuple juif, que l'on continue de rendre cette Torah vivante. Donc je préfère le terme évolution que révolution. Déjà. Alors en fait, ce qui se fait actuellement, c'est que des femmes obtiennent une ordination rabbinique d'instituts qui ont bien voulu offrir aux femmes la possibilité de se former, offrir aux femmes la possibilité donc de suivre des études rabbiniques au même niveau que celles des hommes, sans aucune différence, et qui donc dispensent cette smicha à des femmes. La différence aujourd'hui, la différence majeure, c'est que c'est le rabbinat israélien, donc la haute autorité rabbinique d'Israël, qui dispenserait cette smicha, donc quelque chose, une forme de légitimité absolue et surtout quelque chose qui deviendrait incontestable dans le monde juif orthodoxe, je précise. Alors, le rabbinat a tenté de retarder ou d'adapter donc l'accès à ces examens. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous, de l'état d'esprit de cette institution face à cette question ? Alors, moi, je n'ai pas trop envie de m'appesantir sur du négatif et je pense que mes consoeurs sont un peu dans le même esprit, même s'il y a une volonté de ne rien lâcher. Depuis 2018, c'est-à-dire depuis 7 ans, des femmes, des organisations qui les soutiennent tentent d'offrir cette possibilité de s'inscrire aux examens de la rabbanoute. Il a été dans un premier temps annoncé aux femmes qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire parce qu'il y avait des matières qu'une femme ne pourrait de toute façon jamais, sur lesquelles elle ne pourrait jamais de toute façon légiférer. Et entre autres, ce qui était l'ironie du sort, c'est que ça s'est focalisé en particulier sur les lois de Nida, donc les lois qui régissent le fonctionnement halachique d'un couple et qui sont fondées sur les cycles naturels des femmes. Et il a été dit aux femmes, en 2018, lorsqu'elles ont voulu s'inscrire, typiquement, les lois de Nida, c'est qu'un homme qui peut être tout à fait juge en la matière. Donc, si vous voulez, l'ironie du sort a été que la réponse a été faite sur les lois de Nida. Donc, on a expliqué aux femmes que de toute façon, elles ne pourraient pas obtenir cette smicha et que donc, il ne servait à rien de les laisser s'inscrire. Il se trouve que les femmes qui ont voulu s'inscrire sont des femmes qui, depuis le plus jeune âge, étudient, ont l'amour de la Torah, l'amour de la transmission, et que quelque part, refuser à ces femmes de pouvoir s'inscrire à des examens, de pouvoir dire « je veux savoir où j'en suis de mon niveau d'études, je veux savoir si je suis capable d'enseigner au même titre qu'un homme », eh bien tout simplement, ça a été jugé par la Cour suprême discriminatoire. Alors, est-ce que ça a une incidence sur, on va dire, la halacha ? C'est-à-dire que certains saluent cette décision comme une avance historique pour la reconnaissance de l'étude pour les femmes. D'autres évoquent au contraire un risque de remise en cause de la halacha. Comment vous interprétez cette décision ?
Moi, je crois que c'est comme pour les hommes. Il n'y a pas de différence, en fait. Pour moi, c'est pas un problème de genre. C'est un problème de volonté. Il y a un principe, quand on s'engage dans l'étude de la Torah, qui est un principe talmudique, qui est, je vais le formuler en hébreu parce que la formulation est magnifique et je l'expliquerai en français. On part du principe que c'est la sukesh matata aliva de halacha, de l'ilchata. C'est-à-dire que l'engagement dans l'étude a pour vocation d'une finalité halachique. C'est-à-dire qu'une femme ou un homme qui s'engage dans l'étude, dans une étude sérieuse, évidemment, les Shem Shamaïm, c'est-à-dire pour le respect de la Torah et des mitzvot, le fait avec une vocation de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre la halacha sans déformation. Et aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose finalement, parce que au fond, cette possibilité offerte aux femmes de diriger des communautés, d'enseigner la halacha, de tout simplement diriger, de faire œuvre pastorale auprès d'un public. Aujourd'hui, on sait que les autorités halachiques ne sont pas si catégoriques sur l'interdiction d'une femme de diriger. Et typiquement, dans les faits, aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de communautés en Israël, aux États-Unis, et maintenant en France, puisque moi j'ai fondé ma communauté avec ma co-rabbin Evelyne Oliel-Gross, et je ne suis pas la seule, il y en a maintenant en France également. Eh bien, on sait aujourd'hui que dans les faits, les femmes aujourd'hui dirigent des communautés et que ça ne pose pas de problème à l'Afrique qu'une femme dirige une communauté. On a l'exemple de Dvorah, dont le Talmud de Jérusalem précise effectivement qu'à partir du moment où l'autorité halachique et rabbinique est accordée à une femme, si son public, si sa communauté la reconnaît dans ses fonctions, il n'y a aucune difficulté halachique à ce qu'elle puisse diriger une communauté, enseigner et faire certaines tâches, évidemment. Il y en a certaines, effectivement, qui, d'un point de vue halachique, posent problème. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion. Alors, justement, on parle de beaucoup de communautés aux États-Unis, quelques communautés qui commencent ici aussi en Israël, mais la majorité des communautés où il y a une femme rabbin, une rabbin, sont quand même jusqu'à présent des communautés, on va dire, conservatives ou libérales. Et là, on parle de communautés quand même orthodoxes, c'est quelque chose de... Alors, comme vous avez dit, c'est peut-être pas une révolution, mais c'est une évolution, encore une fois. Oui, mais je crois que tout simplement, le peuple juif a besoin... on s'enrichit de ces voix en plus qui ont manqué pendant 2000 ans pour des raisons historiques, culturelles, enfin voilà, pour des raisons qui sont maintenant, on ne va pas les analyser, mais qui sont ce qu'elles sont. On a manqué de ces voix, on a manqué de cette seconde partie du peuple juif qu'on a la chance aujourd'hui de récupérer. Je pense que c'est une immense chance. On vit une époque très heureuse où on va pouvoir dire aux générations futures une voix, au fond, une voix de femme ou une voix d'homme qui enseigne, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on va pouvoir être inspirante? Est-ce qu'on va pouvoir insuffler quelque chose à nos communautés? Et c'est tout ce qui compte, parce qu'on ne vit pas une époque facile pour la transmission du judaïsme. Est-ce que, d'après vous, mais je pense connaître la réponse, est-ce que les femmes peuvent apporter encore quelque chose de plus, justement, à cette fonction que les hommes ne peuvent pas apporter? Ça sera à nous de le prouver. C'est à nous. Je parle au présent. C'est à nous de le prouver, absolument, mais je crois sincèrement que, ne serait-ce que par identification, les femmes ont besoin d'avoir aussi des voix de femmes qui portent, et pas seulement les femmes, je crois les hommes aussi. Ce sont des voix différentes, on ne va pas maintenant s'étaler dessus, mais oui, ce sont des voix différentes, dans la compréhension des textes, dans le lien particulier avec les fidèles, et elles peuvent apporter beaucoup, je pense, aux communautés qu'elles dirigent. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi quand même que pour certains dans la communauté, que ce soit en France, que ce soit en Israël, certaines personnes soient entre guillemets gênées par le fait que ce soit une femme qui soit à la tête d'une communauté? Est-ce que vous comprenez ce genre de réaction? Alors, je le comprends et en même temps je ne le comprends pas. Je suis très paradoxale sur cette question. Je crois que si une communauté ne se sent pas à l'aise avec l'idée d'avoir une femme qui dirige, c'est très bien. Le monde est fait de diversité et moi, je ne souhaite pas faire violence à qui que ce soit. Si des personnes ne se sentent pas à l'aise, si l'histoire de la communauté n'est pas une histoire qui est prête à accueillir la voix d'une femme qui enseigne,
qui aide, qui dirige pastoralement ses fidèles, il n'y a pas de souci. Mais il y a des communautés qui le demandent, il y a des communautés qui aimeraient être respectueuses de la halakha, tout autant de faire de la place à une voix de femme. Et dans ces cas-là, oui, nous sommes prêtes à agir et à donner. C'est ce qu'on fait en fait dans les faits depuis... Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Donc, c'est pas tellement non plus quelque chose de si troublant et de si gênant. Voilà, je pense qu'on a une sensibilité différente, parce que sinon on ne serait pas là. Ouais. Et cette sensibilité doit pouvoir s'entendre, et on doit pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice, parce qu'au fond, c'est tout ce qui compte, c'est la transmission de l'étude de la Torah, l'amour des mitzvot, c'est tout ce qui compte. Cette décision a donc été prise par la Haute Cour de justice ici en Israël. Est-ce que vous pensez, vous avez dit que vous ne voulez pas parler de choses négatives, mais quand même, question qui s'impose, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui pourrait être prise par le rabbinat en France ? Alors, déjà qu'on aille au bout du processus en Israël, c'est pas gagné. C'est-à-dire que l'inscription aux examens, maintenant, de toute façon, ne fait pas de doute. Les examens auront lieu au mois d'Iyar de cette année, donc plus ou moins au mois de mai. Sur cette question-là, les femmes, il y a déjà des femmes qui se sont inscrites. Sur cette question, il n'y a pas de doute. L'étape d'après, ça va être de donner le diplôme à des femmes. Et là-dessus, déjà, on a des doutes, puisque les grands rabbins ont fait savoir, donc le rabbin Kalman Ber et le rabbin David Yosef ont fait savoir qu'ils ne donneraient pas de smicha aux personnes qui, halachiquement, ne sont pas aptes et pas dignes à recevoir ce certificat. Donc j'ai envie de dire, wait and see. Attendons de voir déjà jusqu'à quel point ce processus va être possible en Israël. On verra. Après, le rabbinat en France... Au jour d'aujourd'hui, j'émets de gros doutes. Voilà. Mais j'ai envie de dire aussi que on n'avance pas toujours en espérant, en ayant des attentes. On avance aussi en agissant. C'est la Torah, ce sont les Chachamim, les sages qui nous l'enseignent. Donc on agit, on fait, et puis le chemin se creuse. Très bien. Pour terminer, Rabba Chana Ruimi, est-ce que vous pensez que cette décision va transformer en profondeur le rôle des femmes dans les structures religieuses et communautaires en Israël ? Il transforme déjà. Dans les faits, il transforme déjà. Je vous disais, il y a des dizaines de communautés en Israël, pour ne parler qu'Israël. Il y a déjà des dizaines de communautés qui font référence à des femmes, qui ont nommé des femmes rabbins. Je parle de communautés orthodoxes, là, de les communautés libérales et conservatives. C'est un fait qui est installé depuis pratiquement un siècle. Mais dans les communautés orthodoxes aujourd'hui en Israël, de fait, il y a déjà des femmes qui répondent à des questions halachiques. Vous avez des femmes qui n'ont pas forcément envie de s'adresser à des hommes lorsqu'il s'agit de questions de nida, donc de questions de pureté rituelle, et qui s'adressent déjà à des femmes. Il y a des dizaines de femmes qui sont des tohanot, halakha, rabbaniot, on peut l'appeler comme on veut. Au final, ce qui compte, c'est l'action. Et il y en a déjà, je vous disais, en France aussi, ça arrive. Donc, dans les faits, en fait, la transformation est déjà là. Voilà, une évolution. Donc, comme vous l'avez dit en début de cette intervention, une évolution. Chacun jugera de quelle manière cette évolution se passera. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rabba Chana Ruimi, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup. Et je souhaite bon courage aux jeunes femmes qui vont tenter ces examens dans quelques semaines. Et on suivra bien sûr de très près si justement, comme vous l'avez dit, ils recevront ce diplôme en fin de compte, en fin de ces examens. Ça sera une affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.